Bonjour Tom Benoît, pourriez-vous vous présenter? Tom Benoît, entrepreneur principalement et un petit peu journaliste finalement. J'ai créé un média qui s'appelle Géostratégie Magazine. Nous sommes partenaires de l'émission politique de TV5 Monde. J'ai réalisé beaucoup d'interviews. Généralement, alors, sur des chaînes de télévision, on va dire au gré de l'actualité, et puis après des interviews que j'ai produites également par rapport à des personnalités qui m'intéressaient particulièrement et qui, je le croyais, je le pensais, souvent à juste titre, pouvait apporter au débat. Et ça a été Hubert Védrine, Jean-Claude Trichet, Michel Onfray à une période, Jean Nouvel, l'architecte, différentes personnalités. Et à côté de ça, j'ai des activités de consulting, pas beaucoup en France, très peu, mais quand même un peu avec des Français parfois, avec une clientèle francophone, et beaucoup d'activités d'import-export, ce qui est moins médiatique, mais parfois plus rémunérateur, mais moins médiatique. Voilà. Tom Benoît, c'est officiel, la guerre commerciale est à l'œuvre sous l'égide du président Donald Trump. Washington n'avait jamais érigé de telles barrières douanières depuis les années 30, juste après, quelques mois après le krach de 1929. Juste pour les rappeler, ces mesures protectionnistes et ces taxes douanières, on parle de 34% de droits de douane sur les importations chinoises qui s'ajoutent aux 20% des gens imposés en janvier, 20% sur celles en provenance de l'Union européenne, 32% sur Taïwan, 24% sur le Japon. Et pour justifier ces mesures, Donald Trump explique: notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines. Est-ce que vous partagez ce postulat de base? Oui, je partage le postulat, mais je le partage. Vous avez peut-être vu comme moi une vidéo qui circule depuis quelques jours, depuis ces 2 jours, qui se remet à circuler de Donald Trump il y a une bonne vingtaine d'années, voire 30 ans peut-être, et qui se plaignait, qui regrettait que les Japonais vendent des voitures aux États-Unis et que finalement le l'Amérique triomphante, cette Amérique avec des gros V8 américains produits sur le sol américain n'existe plus au bénéfice des importations japonaises. Et ce que disait Trump à l'époque, tout simplement, c'était nous facilitons, nous préparons le terrain pour qu'un territoire en expansion sur un secteur d'activité puisse finalement nous fournir ce que nous savions faire précédemment et ce que nous pourrions toujours faire et ce que nous sommes toujours en capacité de faire. Donc la rengaine, l'obsession, mais légitime et que je partage également, et que je voudrais qu'on partage ici en Europe, nationaliste de Trump, elle ne date pas d'hier, elle s'adapte simplement à une époque qui est beaucoup plus... Vous savez, Trump a compris que les impôts, ce serait plus possible de cette façon-là. Les Européens ne l'ont pas compris. Emmanuel Macron ne l'a pas compris. Les Espagnols non plus. Keir Starmer ou Ursula von der Leyen n'ont pas compris ça. En Europe, on a beaucoup de dirigeants qui s'imaginent que le pillage des entreprises et des particuliers va pouvoir continuer et que les systèmes alternatifs qui existent, quoi qu'il en soit, beaucoup par rapport à la blockchain, par rapport aux crypto-monnaies, à ces choses-là, ne seront pas utilisés par les populations pour échapper à l'impôt. Ils n'ont pas compris que les économies allaient être beaucoup plus divisées. Le mixte entre l'économie numérique et l'industrie n'existera plus. Vous aurez des économies qui seront pas des économies, mais des pans de l'économie qui vont être très industriels, qui vont le demeurer, parce qu'on peut pas faire autrement. Une voiture, c'est industriel, par exemple. Il y a quelques composants numériques dedans, mais l'essentiel de la production d'une voiture, après les phases d'études, ça reste très industriel. Et puis vous allez avoir tout un pan de l'économie qui va être par contre très numérique, notamment dans la finance, par exemple. Je crois que les banques n'ont jamais fermé autant de succursales qu'aujourd'hui. Et donc, vous allez avoir des schémas qui vont être totalement bouleversés. Le monde de demain ne ressemblera pas du tout au monde d'aujourd'hui, et encore moins au monde d'hier, puisque là, on est un peu dans une période de transition. Et vous avez des mondes qui sont un peu les Eldorado, donc les Émirats Arabes Unis, par exemple, tous ces mondes émergents qui attirent tout le monde, justement, qui attirent toutes les grandes fortunes, qui ont de l'argent, qui plus est, qui ont du pétrole, qui s'entendent bien avec l'Occident, qui s'entendent bien avec la Russie, qui s'entendent bien avec la Chine. Si, regardez en Russie, par exemple, aujourd'hui, combien de sociétés russes se servent de plateformes qui sont installées à Dubaï pour faire passer des paiements?
puisque vous avez Swift à Dubaï, vous l'avez plus en Russie. Et dans ces mondes-là, il n'y a pas d'imposition. Et puis après, vous avez l'Union européenne qui est surimposée et qui est désindustrialisée. Et Trump dit, nous, on va se réindustrialiser et on va se désenchaîner de la surimposition. Ça veut dire que vous avez un président qui a compris ce qu'allait être le monde d'après et qui veut que son pays en fasse partie. Vous avez des économistes ici, pour parler précisément des droits de douane, qui vous disent mais ce que fait Donald Trump, ça n'a pas de sens. Il y a déjà une situation de plein emploi aux États-Unis. Ce à quoi moi je réponds, c'est faux. Vous n'avez pas une situation de plein emploi. Vous croyez qu'il y a une situation de plein emploi. Parce que vous êtes habitué à vous satisfaire du fait que des personnes qui travaillent sans être payées sont des personnes qui sont dans un emploi. Elles ne sont pas au chômage. Vous savez comment on fait pour définir les chômeurs en France aujourd'hui? On leur demande comment ils se qualifient. Bonjour madame, monsieur. Comment est-ce que vous vous qualifiez? Est-ce que vous êtes chômeur? Et là, la personne vous dit non, évidemment. C'est un peu, il y a un vieux film qui s'appelle La traversée de Paris, que les personnes plus âgées que moi, dont les personnes plus âgées se souviendront peut-être, et un peu moins les plus jeunes, avec Jean Gabin et Bourvil qui se retrouvent capturés par les Allemands nazis parce qu'ils faisaient passer une valise de cochons dans Paris, au marché noir. Et donc Bourvil était au chômage, ancien chauffeur de taxi, et Jean Gabin, peintre très bourgeois, et l'Allemand lui dit, donc qu'est-ce que vous faites, vous, je vous connais très bien, et ce monsieur est-il au chômage? Il sait pas vraiment quoi que dire, et Jean Gabin dit, au chômage, mon ami, mais personne n'a jamais autant travaillé que lui. Et je veux dire par là qu'on se considère jamais comme chômeur. Personne ne vous dira jamais, oui, je suis un chômeur, je suis au chômage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, par exemple, vous avez des chiffres de l'INSEE qui n'inclut pas qui ne retranscrit pas, si je puis dire, plutôt la réalité, le panorama assez factuel des chômeurs. Et aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. Vous avez beaucoup de gens qui sont en poste, mais qui gagnent pas vraiment leur vie, qui gagnent pas d'argent. Donc là, si vous avez une réindustrialisation assez brutale et que vous aviez une situation qui, comme je le disais précédemment, était dans votre esprit de plein emploi mais avec des salaires trop bas, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une situation qui va être une pression à la hausse sur le salaire, principalement des ouvriers et des petits travailleurs. Donald Trump émet l'idée également d'abaisser massivement l'imposition pour les plus pauvres et les classes moyennes, on dit en dessous de 150 000 dollars à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a un président qui comprend qu'on ne peut pas qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, c'est pas la question, mais qu'on ne peut pas faire nation sans le peuple. Et qu'on ne peut pas avoir une nation forte sans un peuple fort. Peuple en bonne santé, ce que dit Kennedy également, on va remettre les Américains en forme, et qui essaie de apporter à nouveau du bon sens et de l'intelligence dans les raisonnements économiques, ce qui n'était plus fait jusqu'à présent. Et ça donne les droits de douane qui auront pour impact évident de réindustrialiser les États-Unis, d'apporter une réorientation des économies vers les États-Unis, des investissements, ce que Emmanuel Macron demande à entraver, les Rolls, qui a prévu d'investir. Vous avez le transporteur CMA-CGM qui a prévu de créer 10 000 emplois sur 4 ans et 20 milliards d'investissements. Vous allez avoir demain peut-être des groupes comme LVMH qui vont se dire, plutôt que de miser beaucoup aux États-Unis sur Louis Vuitton, je vais peut-être miser davantage sur Tiffany. Tiffany, ça nous a coûté 15 milliards. Enfin, on l'a acheté 15 milliards. Et c'est déjà aux États-Unis. Donc ça veut dire que si vous envoyez une ceinture Louis Vuitton aux États-Unis, même si vous la vendez en duty free à l'aéroport de Dallas, Texas ou de Los Angeles, à l'Axe, c'est quand même entré aux États-Unis, donc vous êtes soumis aux droits de douane. Par contre, si vous vendez davantage du Tiffany aux États-Unis, vous n'êtes pas soumis aux droits d'import. Donc vous allez avoir beaucoup de groupes comme ça qui sont à l'étranger, qui vont dire, bon, ben, on va s'organiser pour fabriquer davantage sur place. Les plus grands groupes avec les marques, les firmes qu'ils détiennent déjà aux États-Unis. Et puis les plus petits, eux, vont s'installer, vont ouvrir une usine, vont envoyer des commerciaux, vont envoyer des détaillants pour pouvoir travailler directement aux États-Unis. Et tout ça va enrichir les États-Unis. Donc pour terminer, je vous laisse poursuivre. Il y a une chose que les économistes en France ne comprennent pas, mais beaucoup que je connais bien, avec lesquels je bois des cafés ou je déjeune,
Et ils ne veulent pas comprendre. Ils vous disent, la politique de Trump, c'est de la folie. Il y a un exemple très précis que je prends régulièrement. Vous avez 1975 en France, tout le monde connaît, tout le monde comprend. En 1975, vous vous endettez à 15% pour acheter une maison. Vous avez combien d'inflation par an? Beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vous avez combien de points de croissance sur la maison que vous avez achetée? Si vous la payez en 1975, un appartement, je dis, allez, 5 millions en francs anciens, mais 5 millions de centimes, comme on disait à l'époque. Ça en vaut 15 millions en 1985. Et vous avez eu beaucoup d'inflation pourtant. Est-ce qu'on peut dire que l'inflation vous a appauvri? Non, parce que vous avez beaucoup de croissance à côté. Donc l'inflation, qui l'a subie principalement? Les classes les plus populaires, je suis d'accord avec vous. Pour une raison assez simple, c'est que les points d'inflation ne sont pas perçus de la même façon sur tous les biens, et encore aujourd'hui, je prends là aussi régulièrement la comparaison sur l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier en France n'est pas du tout dans une situation inflationniste. Il n'y a pas d'augmentation de prix sur l'immobilier, il y a une augmentation sur les petits produits. Et si vous avez des classes populaires et moyennes aux États-Unis qui ont plus d'emplois, qui sont mieux payés, et qu'en même temps vous avez un peu d'inflation, ça n'est absolument pas problématique. Regardez ce qui s'est passé sur les marchés depuis 2 jours. Tout le monde vous dit, alors c'est vrai, mais après le S&P, je crois que ça a été aujourd'hui hier la plus mauvaise journée depuis le Covid, depuis 2020. Et sur le Nasdaq, très mauvais aussi, peut-être pas depuis le Covid la plus mauvaise, mais très mauvais, puisqu'il y a beaucoup de valeurs quand même technologiques, donc forcément tout ça, les puces, tout ce qui est importé de Chine, ça sème le trouble. Moi, je vous fais un pari que l'indice qui va le mieux se relever à court terme, hein, je parle, de cette situation, c'est le Russell 2000 et certaines valeurs qui sont des valeurs des entreprises américaines qui sont installées sur place et qui vont récupérer des parts de marché. Parce que dans l'économie, vous avez un principe assez évident de vase communicant, qui est que lorsque vous avez une perte parce qu'il y a une société qui perd un marché, qui est obligée parfois de se délaisser d'un marché, vous en avez une autre généralement qui s'en empare, qui le gagne. Et ça peut être sur une autre zone géographique aussi. C'est pour ça que je mise beaucoup sur la Chine aujourd'hui d'ailleurs, et sur le marché chinois. Alors à prendre vraiment en considération un point très important, je le précise pour être sympathique avec les personnes qui nous écoutent, malgré tout, parce que je reçois beaucoup de messages à ce propos. Sur le marché chinois, ne raisonnez absolument pas comme sur le marché américain. Ne vous dites pas ça va fonctionner, donc j'achète un indice, comme je le faisais sur les États-Unis. C'est pas du tout pareil. Vous avez certaines sociétés qui vont beaucoup fonctionner, mais vous n'avez pas toutes les sociétés qui, aux États-Unis, si vous êtes dans une bonne période, que vous achetiez Microsoft, Apple, Tesla jusqu'à présent, ou que vous achetiez l'indice, c'était à peu près la même chose, il valait mieux acheter l'indice. Aux États-Unis, vous allez avoir énormément de petites valeurs qui vont des valeurs qui fonctionnent réellement avec l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, tout simplement. L'économie américaine, et il est évident que si vous avez des marques qui vont produire davantage sur le sol américain, ces marques-là, ces firmes, ces sociétés vont se fournir davantage auprès d'équipementiers américains et plus beaucoup auprès d'équipementiers européens. Donc voilà, il y a une nouvelle répartition un peu du schéma économique par Donald Trump qui démondialise, on emploie ce terme assez régulièrement en ce moment, mais à juste titre, c'est pas une démondialisation, c'est au contraire, je dirais qu'il relibéralise le marché. Le marché était délibéralisé, et quand on parle de mondialisation, de démondialisation, on a l'impression un peu que l'idée c'est le capitalisme, c'est la mondialisation, la démondialisation, c'est forcément l'anticapitalisme, et là, au contraire, ça n'est pas du tout ça. Donald Trump vous dit on va générer du profit, mais du vrai. On met fin à toutes les aides. Donc, c'est ce qu'on a vu, on va pas revenir là-dessus, que ce soit USAID ou après beaucoup d'aides de l'État, même s'il y a beaucoup de personnes qui en ont profité et qui sont proches de lui, comme Elon Musk, par exemple, aussi, hein. Mais on met fin à l'excès d'aide, en tout cas, à l'économie, et on fait fonctionner l'économie réellement par rapport à des structures assez basiques, protectionnistes et qui enrichissent le contribuable américain, mais surtout, on devrait plus l'appeler aujourd'hui le citoyen américain. Donc voilà, c'est une relibéralisation de l'économie. Je réagis aussi à vos propos. Le Wall Street Journal a écrit il y a quelques jours, le message de Trump est clair, la mondialisation est finie. Sommes-nous à la fin d'une ère, Tom Benoît? Pas vraiment, parce que là, c'est là aussi où il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que la mondialisation numérique ne fait que commencer.
Aujourd'hui, l'économie n'est plus essentiellement matérielle, elle est majoritairement numérique et personne ne s'en est rendu compte. La plupart des analystes vous parlent aujourd'hui comme si on avait comme plus grande société toujours Rockefeller, la régie Renault, Peugeot qui démarre, Bavaria, Mercedes, mais ça n'est plus du tout le cas, on a totalement changé. Aujourd'hui, vous avez énormément de sociétés dans la fintech, vous avez dans la fintech, dans dans la finance en général, dans le payment, dans l'énergie aussi, qui travaille beaucoup plus sur des contrats que sur des matières. Donc, lorsque vous avez des économies numériques, il y a toute une part de la mondialisation que vous ne voyez plus. Donc, même si vous démondialisez un peu sur le plan physique, ne vous inquiétez pas, la mondialisation existe toujours sur la partie numérique de l'économie. C'est ce que je suis en train de dire. Donc là, ce qu'on est en train de faire finalement, c'est de recadrer réellement l'économie physique. C'est tout. Après, les prestations de services, il y en a beaucoup hein, qui passent entre les États-Unis et l'Europe ou entre d'autres pays, le Qatar et la France, entre les Émirats. Vous avez beaucoup de fonds aux Émirats. Est-ce que vous croyez que les fonds d'investissement qui travaillent aux Émirats font du commerce intérieur? Non, ils sont connectés à la France, ils sont connectés à l'Europe, aux USA. Et donc tout ça, ça emmène des paiements et c'est de l'économie. Et là-dessus, il n'y a pas de droit de douane, hein, il n'y aura pas de tarif, c'est de l'économie numérique. Donc il va y avoir deux catégories d'économie à segmenter beaucoup plus auparavant. Les dernières projections du FOMC qui datent donc de, je crois que c'est le 18-19 mars, anticipent plutôt un ralentissement de la croissance et une reprise de l'inflation, comme on l'a évoqué précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez? La croissance pour qui? Est-ce que vous avez eu des points de croissance en France ces derniers temps? Oui. La réponse est nous n'avons pas été en territoire négatif, il n'y a pas eu de phase de récession sur ces 5, 10, 15 dernières années en France. Est-ce que vous avez l'impression que la France s'est appauvrie sur la même période, sur ces 5, 10, 15 dernières années? La réponse est oui. Donc la question n'est pas la croissance, mais quelle catégorie de croissance? Si vous avez de la... pour générer de la croissance, il faut qu'il y ait des échanges. Vous savez, il y a un principe en économie qu'on appelle la vélocité de la monnaie. La vitesse à laquelle l'argent change de main. Et ça, c'est l'indicateur de la bonne santé économique, ou parfois de la mauvaise santé, mais en tout cas, dans des conditions assez déterminées, vous vous apercevez, par exemple, que durant ces dernières années, vous avez eu de l'inflation avec une vélocité qui a baissé. Ça veut dire que l'argent perdait de sa valeur, mais que les épargnants ne voulait pas se délester de cet argent. Or, on s'est aperçu dans l'histoire qu'à chaque période durant laquelle il y avait une très forte inflation, la vélocité augmentait, puisqu'on se disait, c'est le cas par exemple en Turquie aujourd'hui ou au Liban, dans des pays comme ça, on se dit, j'ai pas envie de garder une monnaie qui perd de la valeur, je vais pas la conserver, je préfère acheter très vite un produit, un actif, et je retrouverai de la monnaie plus tard. Mais le français aujourd'hui s'est bien aperçu qu'il avait de plus en plus de difficultés à récupérer de la monnaie. Parce qu'il y a une fuite de capitaux de la France vers l'extérieur, il y a une économie intérieure qui atone et des marchés qui disparaissent. Lorsque vous avez Uber qui apparaît, lorsque vous avez Airbnb, lorsque vous avez des groupes comme ceux-ci qui apparaissent en France, qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez la possibilité d'acteurs de l'économie française qui sont installés. Je fais le constat là, hein, je fais pas de politique là-dessus. J'aurais pas favorisé l'émergence d'Uber, mais ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire là simplement sur le constat. Vous ralentissez la vitesse de circulation de la monnaie globalement, puisque vous supprimez des acteurs de l'économie qui étaient en activité. Et ce que Trump fait aux États-Unis, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire qu'il est en train, et c'est pour ça qu'on voit des sociétés qui ont peut-être du souci à se faire, effectivement, et qui sont de très très grosses sociétés, alors certaines pour différentes raisons, par exemple, je dis pour différentes raisons, parce que si vous prenez Alphabet, personnellement, je miserais pas beaucoup sur Alphabet, sur Google, parce qu'on s'aperçoit que Google, finalement, qui était un moteur de recherche, est en train d'être supplanté par d'autres moteurs de recherche, que sont Grok ou l'intelligence artificielle, ChatGPT, un peu en Chine aussi. Et cette intelligence artificielle, finalement, elle est rien de plus qu'un moteur de recherche, hein. Elle est surtout, elle a une capacité de raisonnement également, mais c'est à la fois un moteur et un moteur de recherche. Elle récupère des données et elle a la faculté de réfléchir comme le faisait Google finalement, mais en réfléchissant très peu. Mais ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on pouvait poser une question à Google en disant quelle est la destination où était allée telle personne, et Google vous répondait en récupérant le paragraphe dans lequel il avait trouvé l'information sur un site qu'il référençait. Et ça, l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux.
Donc vous pouvez largement imaginer qu'Alphabet perde une forme de leadership. Jusqu'à présent, Google était le meilleur, comme demain YouTube pourrait perdre un leadership si on trouvait avec de l'IA beaucoup mieux que YouTube pour diffuser des vidéos. On en est loin aujourd'hui. Mais si c'était le cas, à ce moment-là, vous vous diriez, YouTube, ce segment-là va perdre forcément en valeur. Donc Alphabet, personnellement, je ne miserais pas dessus, mais beaucoup de groupes américains Nvidia également, alors là aussi un peu pour les mêmes raisons, mais finalement qui reposait dans le combien d'argent a été investi par les États-Unis, combien de milliards étaient prévus si Joe Biden avait laissé son digne héritage avec Kamala Harris pour partir dans les caisses de beaucoup de sociétés qui travaillent dans les technologies, comme on le fait ici. Vous regardez le plan Réarmer l'Europe. Le plan Réarmer l'Europe ne sert pas simplement à réarmer l'Europe, hein. Dans les 800 milliards qu'on ne va pas trouver, qui plus est, ou qu'on va trouvé au détriment de la stabilité budgétaire de tous les États européens. On ne va pas financer uniquement, et même ça serait aussi, on pourrait se poser des questions sur la légitimité, mais on ne va pas financer uniquement Dassault, Leonardo, ces sociétés-là. On va financer aussi beaucoup de sociétés qui travaillent dans la protection, très largement, mais pas dans l'armement. La protection, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi des ETI d'ailleurs. On dit qu'on va financer beaucoup d'ETI qui travaillent dans la défense et aussi un peu dans l'environnement. Alors on se dit que vient faire l'environnement dans le plan Réarmer l'Europe. Quand vous lisez les textes, c'est assez évocateur, hein, c'est assez surprenant, mais assez évocateur de la stratégie. On s'aperçoit que c'est surtout une grande manœuvre, une grande architecture qui va permettre d'orienter des capitaux qui sont tôt ou tard des capitaux publics, alors levés par de la tête, mais qui seront remboursés par les contribuables européens. Et Donald Trump met fin à tout ça aux États-Unis. Donc forcément, toutes les sociétés qui étaient alimentées par ces arrivées de capitaux ont du souci à se faire, et les sociétés qui travaillent beaucoup plus dans l'économie réelle, elles, par contre, vont profiter de la politique de Trump. Donc l'inflation aux États-Unis, pour répondre précisément à votre question, ça m'inquiète pas beaucoup, et je suis étonné que tous les économistes anti-Trump s'inquiètent de ça, qui se préoccupent plutôt des Européens, mais qui s'inquiètent pas des Américains. J'ai envie de dire, Trump s'en occupe, et nous, on a eu suffisamment d'inflation et d'appauvrissement. Ils auraient mieux fait de se préoccuper des Européens à ce moment-là, parce qu'on a beaucoup de personnalités politiques qui disent, mais c'est le contribuable américain qui va payer, c'est problématique. Ne vous en faites pas pour les Américains. Ils sont assez grands. Le salaire moyen à Los Angeles est beaucoup plus élevé qu'à Paris. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'est la partie inflation. Et puis, voilà, pour le reste, après, est-ce que c'est durable? Je ne le crois pas. Évidemment que les droits de douane, c'est une mesure qui vise surtout, c'est une mesure conséquentialiste qui vise à restructurer l'économie. C'est forcément transitoire, mais finalement, un peu comme tout dans la vie, un peu comme tout dans la politique et dans l'économie. Mais vous n'aurez pas une situation avec des droits de douane aussi élevés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et vous avez des pays, par contre, qui vont se désindustrialiser et d'autres pays qui vont se réindustrialiser et se désimposer. C'est ça qu'il faut retenir. Donald Trump prévoit également une expulsion massive des immigrés illégaux. Là encore, quid de l'impact sur la production américaine? Est-ce que vous avez réellement l'impression en France, j'entends ce refrain-là, et c'est la même situation aux États-Unis, qu'il n'y a pas assez de personnes pour travailler, disponibles pour travailler? La réponse est non. Est-ce que nous sommes suffisamment nombreux par rapport à l'activité? Parce que la situation est quasiment la même, hein, aux États-Unis qu'ici. Est-ce que nous sommes suffisamment nombreux pour aller travailler? Oui. Le problème est que nous ne sommes pas en capacité de payer suffisamment des personnes qui ont davantage de dignité, c'est-à-dire des locaux. Les locaux ont toujours davantage de dignité par rapport aux étrangers, partout. Le Sénégalais est plus digne chez lui qu'ici, et le Français est plus digne ici que quand il est aux États-Unis, et l'Algérien également est plus digne et plus sûr de lui en Algérie que lorsqu'il est en France. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez faire un petit tour de temps à autre sur une zone de chantier, par exemple, vous apercevrez que les personnes qui exercent les tâches les plus ingrates viennent souvent d'Algérie, de Syrie, d'autres pays, parce que ce sont des personnes qui par rapport à leur code, acceptent finalement d'être très peu payés, d'être sous-payés. Et ce que j'expliquais au début de notre échange était que la politique de Trump allait faire pression justement à la hausse sur les salaires aux États-Unis. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'emplois qui auparavant n'auraient pas été acceptés par des Américains, mais qui vont être acceptés par des Américains parce qu'ils vont leur permettre d'avoir un salaire décent. Donc le problème de l'immigration
comme facteur, lorsqu'on l'arrête, cette immigration, du ralentissement économique, n'existe que dans la tête des politiques wokisés qui dirigent l'Occident aujourd'hui et qui dirigent l'Europe principalement. Mais j'entends beaucoup d'économistes. Alors, ce qui est assez drôle aujourd'hui, moi je suis vieux jeu, hein, j'ai 30 ans, mais je suis un ringard, entre guillemets, à côté de beaucoup qui ont 70 ans, mais qui sont, je plaisante un peu, mais ce que je veux dire, mais ceux qui devraient avoir du bon sens, justement, qui ont connu une autre époque et qui devraient avoir un peu plus de raisonnement, d'intelligence dans leur raisonnement, et qui se retrouvent aujourd'hui à avoir, généralement les 68 ans, cette génération, ces idéologies déclinistes et mortifères vous disent il faut qu'il y ait de l'immigration, l'immigration génère de la richesse. C'est totalement faux. L'immigration a appauvri l'Europe. Elle l'a appauvri sur le plan linguistique, elle l'a appauvri par la dilution de la culture européenne, elle l'a appauvri par la pression à la baisse qui a été faite justement sur tous les ouvriers. Et ça, tous les gens qui ont travaillé, ce qui n'a pas été mon cas, mais ce que je connais, je suis petit-fils d'ouvrier, je connais la situation et j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les gens qui travaillent dans des métiers physiques, dans des métiers très durs, et ces gens-là le savent, l'immigration a fait pression à la baisse sur leur salaire depuis les années 70. Donc dire que l'immigration est une chance, non, elle peut être un peu obligatoire parfois, un peu une forme dans certaines situations historiques de nécessité ponctuelle, mais elle n'a absolument pas une chance et on n'a pas besoin d'immigrer aux États-Unis ou ici, peut-être dans d'autres pays, hein, dans certains pays probablement, mais pas ici en tout cas et pas aux États-Unis pour faire tourner l'économie. Quelle serait, selon vous, la meilleure réponse à cette guerre commerciale? D'autant que Pékin a annoncé ce vendredi des taxes de 34% sur tous les produits américains arrivant en Chine. Pour répondre très précisément, il y a deux axes. La réponse individuelle, c'est d'aller faire un tour aux États-Unis et d'essayer d'entreprendre là-bas. La réponse politique, elle ne sera pas appliquée puisque nous sommes très mal gouvernés. Et c'est Ursula von der Leyen qui a déclaré, nous allons nous défendre en prenant soin de ne pas prendre de coups, d'avoir de dommages collatéraux. Bon, ben, ça nous rappelle, nous allons mettre à bas l'économie russe, nous allons réarmer l'Europe aujourd'hui, nous allons réindustrialiser la France, nous allons même remettre la France en marche, entendait-on il y a quelques années. On voit bien que l'Europe n'est pas gouvernée. Vous avez le plus gros problème de l'Europe aujourd'hui, c'est la corruption, il faut le dire très simplement. C'est que vous avez des personnes qui ne sont pas, mais comme c'était un peu le cas aux États-Unis, hein, justement avant Trump, vous n'avez pas des personnes qui sont là pour améliorer. Moi, je suis opposé à la mainmise de la Commission européenne sur les États. Mais si elle dirigeait bien et dans l'intérêt des États européens, je serais plus européiste malgré tout. Je me dirais, bon, c'est pas dramatique, hein, on délègue notre capacité à décider, mais enfin, on voit qu'Ursula von der Leyen fait tout pour que l'Europe soit un continent fort, riche, puissant, et que les cultures européennes soient protégées. Mais c'est absolument pas le cas. Vous n'aurez pas de dirigeants qui vont prendre des décisions justement adaptées. Les décisions adaptées seraient de dialoguer avec les États-Unis, premièrement, et au contraire, faire l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron en demandant à son pourtant ami Rodolphe Saadé, si je puis dire, de se désengager tacitement en disant je demande de geler un petit peu les projets d'investissement aux États-Unis. Non, l'idée serait plutôt de collaborer avec les États-Unis dans une logique atlantiste à l'italienne, hein, parce qu'il y a deux façons d'être atlantiste, c'est-à-dire à la française en collaborant généralement, sauf en 2003, ce qui a valu justement toutes ces faveurs à Dominique de Villepin, qui n'en méritait pas tant, mais généralement, non, qui n'en méritait pas tant. Je vous vois sourire un peu, mais je trouve absolument aucune vertu à Dominique de Villepin, si ce n'est ce fameux discours de 2003, qui... Alors aujourd'hui, effectivement, il y a toute une partie de la gauche souvent un peu et une partie de la droite aussi qui a une sympathie pour Dominique de Villepin, mais pour d'autres raisons, j'entrerai pas dans le débat. Moi, sincèrement, je connais beaucoup les opinions politiques et économiques de Dominique de Villepin, je connais sa mentalité, je sais ce qu'il ferait s'il était aux commandes, et je ne le soutiens pas, je ne l'approuve pas, et ça, la politique qu'il a menée par le passé et qu'il mènerait ne me plaît pas et ne me plaise pas. Mais donc, mis à part ce fameux discours qui était un peu son heure de gloire, à juste titre, mais c'était le discours, c'était pas lui, il suivait finalement ce qui allait savoir pourquoi on a pris ces décisions d'ailleurs.
Est-ce que, étant le pays le plus nucléarisé, avec 57 réacteurs, les Français n'ont pas eu peur en 2003 de représailles terroristes? Je vous rappelle que 2003, c'était peu de temps après l'explosion de l'usine Azadef. Est-ce que nous ne nous sommes pas dit, nous prendrions plus de risques, par exemple, que des Italiens qui n'ont pas de centrale nucléaire, si en représailles de l'attentat du 11 septembre, nous soutenons les Américains dans cette représaille pour aller faire la guerre chez des gens qui peuvent justement faire des attentats chez nous, peut-être. Donc je ne connais pas les réelles motivations. Je vous fais une supposition totalement une digression. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la France, à part en 2003, a été un pays qui a été atlantiste dans le mauvais sens du terme. Et nous le sommes encore aujourd'hui avec les États-Unis de Biden sur ces 2 dernières années dans le conflit russo-ukrainien que nous avons géré de la mauvaise façon en suivant justement les États-Unis. Les Italiens, c'est l'inverse. Les Italiens ont toujours été considérés comme étant même plus atlantistes que nous, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'ils exportent beaucoup justement aux États-Unis, parce qu'ils commercent aux États-Unis, parce que la culture italienne est d'ailleurs davantage respectée aux États-Unis que la culture française. Donc ce que je veux dire par là, vous me posez la question, que devrions-nous faire? Nous devrions faire ce que Giorgia Meloni fait par exemple avec les États-Unis. Les détracteurs vous diront, ouais, ben, elle a eu 20% comme les autres. Attendez, peut-être justement que tout ceci est en train de faire son chemin. Je regrette que l'extrême droite en France, ce qu'on appelle l'extrême droite, mais qui devrait être la droite la plus libérale, hein. Moi, je suis pas d'extrême droite d'ailleurs. C'est pas, je cherche pas quelqu'un d'extrême droite pour être à la tête du pays, mais je voudrais qu'il y ait une droite libérale qui ait des valeurs traditionnalistes. Et ces valeurs, elles sont pas racistes, elles sont pas misogynes, elles sont pas, c'est pas les valeurs négatives de l'extrême droite, hein. On l'a pas ici. Par contre, vous avez des droites nationalistes. En Hongrie, par exemple, vous avez une Hongrie qui est de plus en plus séparé de l'Union européenne. L'Union européenne dit on lui retire, par exemple, son droit de vote. Et le Hongrois, lui, répond en disant si l'Europe va faire la guerre, nous ne suivrons pas l'Europe. Donc vous avez déjà une Hongrie qui est in-out, qui sort de plus en plus. Vous avez une Grèce également qui, sur les idéologies woke, par exemple, se distingue de plus en plus de l'UE, qui dit on met fin aux autorisations de procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels ou pour les hommes seuls. Vous avez les Italiens qui font à peu près les mêmes choses, pas, j'ai pas l'information en tête, mais à peu près les mêmes règles sur, là aussi sur la partie woke, et aussi sur la partie économique avec des attitudes fiscalement beaucoup plus volontaristes en Italie qu'en France. Lorsque nous avons assommer les sociétés. Lorsque vous avez justement l'extrême droite avec des personnes comme Jean-Philippe Tanguy, sympathiques par ailleurs, mais qui vous disent qu'il faut de la taxation sur les super profits, sur les trop revenus, en Italie, vous n'avez pas du tout le même état d'esprit. Au contraire, vous avez une flat tax pour des sociétés qui gagnent, qui génèrent du profit, mais qui peuvent apporter à l'économie italienne. Donc, pour répondre à votre interrogation, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une partie de l'Europe qui implose aussi, et principalement les pays du Sud. Ce ne sera pas la Pologne, ce ne sera pas les pays baltes, parce que justement, tiens, par rapport aux mots, pays baltes, Pologne, c'était des pays atlantistes, justement. Aujourd'hui, est-ce qu'ils le sont atlantistes? Non. Être atlantiste, c'est être aligné sur l'idéologie américaine, sur la politique américaine. Mais cette politique, elle est totalement en train de changer. Elle est en train de redevenir ce qu'elle était. Les Américains étaient en dehors de leur corps jusqu'à présent, comme les Européens sommes en dehors de notre esprit et de notre corps. Nous sommes dirigés, nous sommes gouvernés. Mais ça n'est pas l'Europe qui veut ça. C'est la Commission européenne. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des pays, à mon avis, ce ne sera pas la France qui sera le pays précurseur, parce que c'est vrai que je me sens un peu esselé, bien qu'il y ait des millions de personnes qui partagent ces opinions, je vois encore beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de citoyens, concitoyens français qui sont, dont la pensée est aseptisée. Donc je porte beaucoup plus d'espoir sur les pays du Sud pour quitter ces déviances européennes. Voilà. Merci Tom Benoît. Merci à vous.